Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Avant de commencer le corps de cette interview, j'aimerais quand même partager avec vous un sentiment, votre sentiment. On vous considère comme l'homme des territoires en général. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver à la tête de territoires singuliers comme les Outre-mer? Voilà, la question ressemble comme une forme d'invitation à faire mon testament ou mon bilan. Non, une confession. On partage une confession. Bon, déjà, merci d'être venu jusqu'à ce beau ministère rue Oudinot. Bon, c'est vrai que les territoires ultramarins permettent de revisiter aussi notre histoire avec ces parts d'ombre non dépourvues de lumière, pour reprendre la très jolie formule de l'accord de Nouméa. Et c'est vrai que ces territoires français, bel et bien, nous ouvrent à tous les horizons du monde. Et donc, en prise à des difficultés qui sont parfois bien particulières, la question du réchauffement climatique, par exemple, on la traite ici de manière différente. Au moment même où on enregistre cette émission, un cyclone est annoncé sur la Réunion. Il y a rarement de cyclone en Bretagne ou en Normandie, il faut bien le reconnaître. Les questions géopolitiques, on le voit bien dans ce Pacifique de plus en plus compliqué, des questions sanitaires ou des questions qui tiennent à la protection des populations. Je l'ai encore traité en Guyane l'autre jour. Donc c'est vrai que c'est un ministère qui est exigeant. Il est exigeant par le décalage horaire. Il est exigeant aussi parce que c'est au fond un boulot de ministre médecin généraliste. On n'a pas le temps de devenir au fond spécialiste de l'énergie, de la fonction publique, du régalien. On est dans une situation où, au fond, comme un médecin généraliste qui reçoit ses malades, au fond, on traite à l'urgence, puis ensuite on renvoie parfois vers un spécialiste, un collègue ministre, qui lui va peut-être parfois approfondir tel ou tel aspect. Donc c'est un ministère qui est singulier, qui a encore sa place dans notre environnement institutionnel. Il peut y avoir un débat d'ailleurs, parce qu'au fond, est-ce que c'est une boîte aux lettres qui donne sur pas grand-chose, et donc il vaudrait mieux que chaque ministère prenne davantage en charge les questions d'outre-mer? Je pense que ça dépend aussi de la personnalité du ministre. Ça dépend peut-être aussi de la relation qu'il a avec le président de la République, et moi je peux commencer à le dire très clairement, si je n'avais pas cette relation forte avec Emmanuel Macron, cette capacité à échanger avec lui en permanence, François Baroin d'ailleurs me l'avait dit dans sa relation avec le président Chirac, il est clair que le ministère peut être plus difficile à diriger. Voilà pour le cadre qui est posé. Je trouve ça très très bien. On va arriver au cœur de cette interview. Cette interview, nous avons voulu qu'elle soit quand même à l'image d'Outre-mer 360, c'est-à-dire à l'image de tous les pays d'Outre-mer. Et nos correspondants, nos amis, nos partenaires vont participer à cette interview avec nous. Mais Jean, vous vouliez commencer, Jean Tenaille, vous vouliez commencer sur... Oui, alors une question très nationale, avant de passer dans le local, dans le territorial, en approche de la présidentielle. Vous avez dit votre lien au président de la République. Alors il n'est pas encore candidat, mais quel rôle allez-vous jouer dans cette campagne? Pour qu'il y ait campagne, de notre point de vue, il faut qu'il soit candidat. Puis vous le voyez bien, ce n'est pas tout à fait le moment encore de la candidature, s'il devait l'être. Vous voyez la situation au Sahel, la situation en Ukraine, qui mobilise quand même beaucoup de son temps sur les questions diplomatiques. Il nous a toujours dit au Conseil des ministres qu'il allait présider jusqu'au dernier quart d'heure et il nous demandait de gouverner jusqu'au dernier quart d'heure. Donc le moment de la campagne viendra. Que les challengers, eux, aient commencé à faire campagne, c'est bien naturel, c'est bien leur droit, puis il faut que la démocratie puisse fonctionner. Quand on est au pouvoir, quand on est aux affaires, mais c'est vrai aussi d'un maire, d'un président de département, d'un président de région, il est en situation de responsabilité jusqu'à la dernière minute et ça nous oblige beaucoup. Merci sur ce point, Monsieur le Ministre. Alors, on revient sur les Outre-mer. Quel bilan faites-vous de ces mois passés à Oudinot, surtout dans cette période qui a été un peu bousculée et particulière, voire tendue? Ouais. Ça m'invite aussi un peu à revisiter ces 2 dernières années. La réalité, c'est que quand je suis arrivé dans cette maison, le président de la République m'a dit « Vous aurez essentiellement 2 missions, 2 à 3 missions, on va dire, mais 2 missions. La première, le dossier calédonien, j'imagine qu'on y reviendra. Et la deuxième, relance économique, et on reprend les thèmes qui nous sont chers, lutte contre la vie chère, réflexion sur l'évolution de la défiscalisation, et en clair, on fait basculer les territoires d'outre-mer dans un autre modèle de création de richesses, d'emplois, et donc aussi ça permet de traiter la question du pouvoir d'achat, de la vie chère. Bon, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, parce qu'au moment où je suis arrivé dans cette maison en juillet 2020, nous pensions non pas que le Covid était derrière nous, on savait déjà qu'il fallait vivre avec le virus, mais on ne pensait pas que le Delta existerait ou que le Micron existerait. Il faut le dire avec beaucoup d'humilité. C'est vrai que je me suis davantage retrouvé à faire la Nouvelle-Calédonie et la gestion du Covid. Gestion sanitaire avec Olivier Véran, gestion économique et sociale avec les collègues ministres, et que, au fond, ça reste un ministère de gestion de crise, c'est vrai, et que ces dossiers-là sont
ont été un peu retardés, mais que de nouveau, ils font leur apparition dans l'agenda gouvernemental. C'est ce que je disais jusqu'au dernier quart d'heure. Je serai à la Réunion dans quelques jours où j'ai envie de commencer à reposer les jalons de ce que nous souhaitons faire en 2022 sur la question de la vie chère. J'imagine que là aussi on y reviendra, notamment avec la question du fret, etc. Donc voilà, c'est certain que le Covid a quand même bousculé l'agenda gouvernemental. Tout le monde peut le comprendre, mais c'est quand même bien de le rappeler. Nous allons donner la parole à un point chaud, les Antilles. Pointe de l'actualité, si je puis dire, avec une question de Cédric Santine de RCI Guadeloupe. Je prends la tablette. Cédric Santine, RCI Guadeloupe. Monsieur Lecornu, depuis de très nombreuses semaines, l'archipel connaît une crise sociale, sociétale sans précédent. Il y a eu des préalables qui rendent impossible toute discussion avec les organisations en lutte. Les élus, les syndicats vous accusent de pratiquer la politique de la chaise vide. Ma question, comment sortir de la crise sans négociation? En fait, on passe notre temps à négocier. C'est pas vrai? Complètement en permanence. En revanche, je refuse de négocier avec des gens qui veulent l'amnistie ou la suspension des poursuites judiciaires contre celles et ceux qui ont voulu tirer sur les policiers et les gendarmes. Et pardon, quand je vois la conférence de presse du procureur de la République il y a quelques jours, quand je vois les différents articles qui sont sortis dans la presse chez vos confrères et consoeurs, je pense que j'ai eu raison de poser ce préalable. On va quand même pas abandonner la Guadeloupe à quelques voyous. On va quand même pas abandonner la Guadeloupe à quelques minorités qui ne connaissent que la violence, qui font leur fonds de commerce sur le trafic d'armes, le trafic de drogue, et qui se servent de la question de la vaccination pour mieux commettre leurs méfaits. Je n'ai pas voulu tomber dans ce panneau. Et j'ai d'ailleurs voulu adresser un message très clair à la majorité silencieuse, que la Guadeloupe c'est la France, et que l'état de droit et l'ordre devaient y régner. En revanche, est-ce qu'il faut discuter? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en Guadeloupe? Plusieurs crises, au fond, en même temps. Mais ce n'est pas la crise de 2009, dans laquelle on a voulu beaucoup enfermer les Antilles. Ces derniers mois, d'ailleurs, on voit bien quelques semaines après que ça n'a strictement rien à voir. Désormais, plus personne ne convoque 2009, comme ce fut le cas au mois de novembre dernier. Une crise sociale à l'hôpital. L'État employeur, avec ses propres soignants, avec cette question de l'obligation vaccinale qui passait mal, il faut bien le reconnaître, et sur lequel on a dû justement améliorer ce dialogue. Est-ce qu'on s'y est pris trop tard? Peut-être. Moi, je suis prêt à le reconnaître. Est-ce qu'aujourd'hui, ce dialogue, il fonctionne? La réponse est oui. Les cellules qui ont été mises en place, qui permettent d'imaginer des reconversions, des réponses individuelles, sont en train de produire leurs effets. Elles vont démarrer d'ailleurs en Martinique. Il y a un décalage entre les deux territoires. Mais le dialogue, il fonctionne. Comme d'ailleurs, les élus vont mener le même dialogue avec les pompiers, parce que ce sont les élus départementaux qui sont en responsabilité sur le sujet. La jeunesse, c'est pas la jeunesse qui a initié ce mouvement. Enfin, la jeunesse s'est exprimée en montant sur quelques barricades. Bon, on a déclenché de manière aussi là, assez inédite une grosse réflexion sur l'avenir. Oui, et pas qu'un plan, parce que souvent les plans, on en soupe un peu, et puis on a l'impression que c'est toujours des machins avec des sigles, et puis on ne sait jamais très bien ce qu'il y a à la fin. Non, on essaie d'avoir des actions précises. Oui, complètement différentes, et en fait très tournées vers l'emploi, la formation, et parfois même la culture et le sport. Voilà, si je devais le dire avec quelques mots. Est-ce qu'on peut dire avec l'accompagnement aussi? Oui, et des moyens qu'on va mettre sur la table, parce que je pense que les Antilles ont besoin de moyens, et d'ailleurs parfois le drame c'est qu'on y met des moyens et qu'ils ne sont pas consommés d'ailleurs, ils ne sont pas forcément utilisés. Donc ça on est en train d'y travailler autant avec les élus martiniquais que les élus guadeloupéens, et évidemment j'associe les autres territoires, cela va sans dire, parce que la réflexion elle peut se transposer dans les autres DROM, et parfois même d'ailleurs dans le respect des compétences des COM. Donc on avance là-dessus. Donc il y a un dialogue, en revanche il n'y a pas de naïveté. Et heureusement que je ne suis pas tombé dans le piège, parce que je le dis comme je le pense, qu'on l'on m'avait tendu en Guadeloupe et pas en Martinique, dans lequel il fallait aller devant M. de Motard et que M. de Motard aurait pu nous emmener dans une espèce de négociation dans laquelle on aurait parlé d'amnistie pour les personnes qui tiraient sur les policiers et les gendarmes, avec parfois des élus qui avaient parfois du mal à condamner cette violence. Je ne suis pas là pour être agréable, je ne suis pas là pour séduire, je suis là aussi pour incarner l'État, et donc aussi l'État de droit et la République. On peut partir sur la Martinique dans ces conditions, avec notre confrère Jean-Marc Pulvar d'RCI Martinique. Jean-Marc Pulvar, RCI Martinique. Sébastien Lecornu, le secteur touristique a été très touché en Martinique par cette situation sanitaire et espère des moyens conséquents, suffisants pour faire face à la crise, ne serait-ce que sur les aides, sur le coût des charges. Les entreprises disent que ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous pouvez adapter des mesures pour ces entreprises chez nous? Bon, déjà,
est-ce qu'il faut en permanence adapter les mesures de soutien à l'économie telles qu'on les a imaginées aux spécificités des territoires d'outre-mer? La réponse est oui, on va continuer. Je vais donner un exemple très précis. On est aux confins du sanitaire et de l'économie, mais nous allons annoncer, je vous l'annonce, la poursuite de la gratuité des tests jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire dans les différents territoires. Ce n'est plus le cas dans l'Hexagone, c'est le cas en Outre-mer. Le doublement du fonds de solidarité, le déplafonnement d'un certain nombre de critères sur le chômage partiel, autant d'éléments qui sont connus, mais on continuera à le faire. Adaptabilité. Donc, oui, en permanence, parce que les saisons ne sont pas les mêmes, le comportement des touristes n'est pas le même en fonction. La saison aussi, elle est plutôt dans les stations de ski dans l'Hexagone, elle se fait différemment, évidemment, dans les territoires d'outre-mer. Donc, à la question générale qui est posée, je réponds de manière générale. Le quoi qu'il en coûte, il a été largement présent en Outre-mer, tout confondu, c'est plus de 6 milliards d'euros, c'est tout à fait considérable. Mais au-delà des sommes, surtout, on a cherché à adapter. Après, enfin, là aussi, pas de langue de bois. Le meilleur retour à la normale économique, il est quand même le fait de se protéger de l'épidémie. Et donc, la mise en œuvre du pass vaccinal aux Antilles, il est important parce qu'au fond, c'est quoi le modèle? Soit vous avez une fermeture globale, privation de liberté collective, confinement, couvre-feu, fermeture des hôtels, des restaurants, ce qu'on a connu au début parce qu'on ne connaissait pas comment le virus se comportait. Soit on est capable d'avoir une solution individuelle de protection, le vaccin, pardon d'y revenir, et auquel cas, on n'est plus dans des mesures de privation de liberté générale. Et au fond, les stations de sport d'hiver en ce moment fonctionnent plutôt bien dans l'Hexagone. La Réunion a fait d'ailleurs une saison tout à fait correcte, on peut dire, à Noël. Oui. Je le dis prudemment, mais enfin, les chiffres sont là, y compris d'ailleurs nos postes les plus avancés sur le secteur un peu haut de gamme, Saint-Barth ou Bora Bora, qui font partie quand même de nos locomotives françaises, parce qu'ultramarines, ont fait une bonne saison à Noël. Mais il est clair que Martinique et Guadeloupe, je le dis sans faux semblant, l'image et les images qui ont été véhiculées depuis le mois de novembre n'encouragent pas forcément à y partir en vacances. Et surtout, la faiblesse de la couverture vaccinale rend en permanence fragile un retour à la normale sur le terrain économique. Donc adaptabilité, oui, mais elle n'effacera jamais le besoin de protection. On va passer au quotidien de la Réunion. Donc on part à la Réunion. Avec Benjamin Cohen. Monsieur Lecornu, bonjour. Benjamin Cohen, journaliste pour le quotidien de la Réunion. Voici ma question. Si la situation sanitaire se dégrade à la Réunion, est-ce qu'on peut envisager des renforts pour les hôpitaux réunionnais? Merci. Question claire, réponse claire. La réponse est oui. On a actuellement une mission d'exploration du service de santé des armées qui est en train de regarder comment on peut avoir un renfort en lit de réanimation sur l'hôpital. Enfin, il se trouve que la vague Omicron et fort heureusement envoie peu de patients en réanimation, donc le besoin est davantage en ligne médecine. Et donc avec Olivier Véran, on va débloquer des renforts sanitaires, comme on en a déjà connu depuis le début de la crise. C'est plusieurs centaines de renforts sanitaires qui se sont, que pour la Réunion, plusieurs centaines que pour la Réunion, plusieurs milliers pour l'ensemble des territoires d'outre-mer. Les Antilles, la Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs la Polynésie aussi ont été gourmands, entre guillemets, de ces renforts, mais c'était bien naturel, évidemment. Donc la Réunion, évidemment, on va faire ce rattrapage-là. La vraie question sur un territoire qui tutoiera assez vite désormais le million d'habitants, c'est comment avoir son standard sanitaire qui avance. Ça pose plein de questions parce qu'en plus, il y a des enjeux d'évacuation sanitaire parfois depuis Mayotte qui peuvent poser des questions d'évacuation sanitaire vers Paris qui sont d'ailleurs pas toujours bien vécues. Donc c'est vrai que, enfin plus, nous on hérite d'une situation qui s'est dégradée depuis 30 ans. Je ne le dis pas pour me défausser, on est en fin de quinquennat, mais le Ségur de la santé, c'est sûr que s'il avait été décidé il y a 10, 15 ou 20 ans, on n'en serait pas là. Regardez la construction du CHU de Pointe-à-Pitre neuf, la même épidémie Covid dans un CHU tout neuf que dans le vieux CHU que nous connaissons, ça n'aurait pas été la même vie quotidienne pour les soignants. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut bien que les choses se fassent dans le bon ordre. Donc c'est vrai que les rattrapages financiers pour le pouvoir d'achat des soignants produisent des effets, et c'était attendu. Les reconstructions bâtimentaires sont encore attendues, et il est clair qu'à La Réunion, on doit continuer à muscler notre jeu, comme d'ailleurs dans tous les territoires d'outre-mer, à vrai dire. Mais là, dans l'océan Indien, on est dans une poche un peu enclavée. Les évacuations sanitaires vers Madagascar ou le Mozambique, ce n'est pas franchement sur notre agenda. Donc évidemment, on doit créer les conditions de soutenabilité pandémie, mais même hors cycle de pandémie. Alors justement, les élus de la Réunion que vous avez rencontrés la semaine dernière avec le président de la République, ils ont évoqué le coefficient géographique
Est-ce que ce sera un des outils à la... C'en est un. Les élus ont raison de porter ce sujet. Actuellement, une mission est en train de documenter tout ça. C'est Olivier Véran qui est responsable de ce dossier. Bon, enfin, le coefficient ne fait pas tout. J'ai été étonné aussi dans cette réunion parfois où on parle plus de coefficient que de tout l'argent du Ségur. Alors, ma grand-mère disait que gâteau avalé n'avait plus de goût. Mais enfin, quand même, le coefficient est un des instruments. Et Nassima Dindar, qui est une amie, a posé cette question. Elle a eu raison de le faire. Mais il n'y a pas que le coefficient. Il y a beaucoup d'autres sujets, y compris des sujets de formation. Parfois, vous ouvrez aussi des postes de soignants, mais vous n'avez pas forcément les personnes pour les armées. Donc la réponse, elle est évidemment complètement globale et transversale. Je reviens sur la mission donc, du service de santé des armées. Est-ce qu'on a un calendrier sur les premières conclusions? Quand est-ce que... En fait, on se tient prêt. C'est ce que je vous ai expliqué. Omicron, et tant mieux, envoie moins de gens en lit de réanimation. Le renfort du service de santé des armées sont essentiellement orientés sur la réa. Et ça veut dire que pour l'instant, on a plutôt besoin de lits de médecine. Les lits de médecine, on les a. Ce qu'il faut, c'est des soignants autour de ces lits de médecine. Et donc, on s'oriente plutôt avec Olivier Véran sur des renforts sanitaires civils. Et en revanche, si nous avions un sujet sur la réa, ce sont les militaires qui prendraient le relais. Regardez ma préoccupation sur la Nouvelle-Calédonie, où nous avons déclenché aujourd'hui l'état d'urgence sanitaire. On le fait non seulement parce que le taux d'incidence est élevé, mais on le fait aussi surtout parce qu'on séquence encore autant de Delta que d'Omicron. Delta vous envoie, je suis très schématique, mais Delta vous envoie assez facilement en réanimation pour les personnes non vaccinées, hein, c'est toujours la même chose. Omicron, évidemment, est un peu moins violent, même si on le surveille de près, notamment pour les enfants en pédiatrie. De reste sur la Réunion avec maintenant Yannick Pitou, notre confrère d'RTL Réunion. Bonjour Monsieur le Ministre. À l'occasion du mouvement social aux Antilles, vous avez proposé de débattre de l'autonomie des territoires ultramarins. La population réunionnaise semble juger ce débat non nécessaire, pas essentiel. Par contre, tout le monde s'accorde à dire quand même que celui concernant la souveraineté est importante, essentielle, car la Réunion est extrêmement dépendante de l'extérieur. Or, on l'a vu, une crise internationale peut avoir de graves conséquences pour notre territoire et sa population. Pour rebondir justement sur l'actualité, face au virus de la dengue et du Covid, double épidémie que nous subissons à La Réunion, en passant par les pathologies chroniques comme le diabète qui est prédominant, qui est très important en tout cas chez nous, par rapport à la métropole toujours, l'offre de soins apparaît insuffisante lorsque l'on compare toujours avec le territoire national. D'où cette question. Quels moyens pour atteindre la souveraineté sanitaire dans notre département qui a vocation à être un pôle santé pour la zone océan Indien? Et seconde question, Monsieur le Ministre, sur la souveraineté alimentaire, on le sait, la nourriture est le premier des besoins pour un être humain. Encore une fois, la Réunion est extrêmement dépendante des importations, produits transformés ou matières premières. Le risque d'une rupture d'approvisionnement existe bel et bien. Comment la Réunion peut-elle atteindre une autosuffisance alimentaire saine et durable? Est-ce que vous prenez, par exemple, un changement de paradigme tant sur la production locale que sur la consommation? Très complète. Bon, déjà, il faut définir les mots. Votre confrère a parlé d'autosuffisance, puis par 2 fois de souveraineté, pour mieux expliquer que le débat sur l'autonomie n'avait pas lieu d'être. On s'arrête 30 secondes quand même là-dessus, parce que bon, l'autonomie, ça existe dans la République. Nous, on en sait quelque chose dans ce ministère, et vous, à Outre-mer 360, ça s'appelle la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie. Absolument. Donc j'étais un peu en colère quand j'ai vu que d'aucuns étaient parfois un peu rapides à faire confondre cyniquement ou par incompétence, quand on est candidat à l'élection présidentielle, si on est cynique ou incompétent, c'est plutôt ennuyeux, mais faire comprendre que l'autonomie, ce serait l'indépendance. Non, la Polynésie française, elle est française. Elle est dans un cadre d'autonomie. C'est quoi l'autonomie? C'est la décentralisation poussée à l'extrême. C'est ça, si on devait le faire très vite. C'est de dire, on laisse au territoire, les collectivités locales, le plus de compétences possible. Est-ce que j'ai dit que j'étais favorable à plus d'autonomie de la Guadeloupe? Non. C'est pas ce que j'ai déclaré dans mon propos. En revanche, quand des élus guadeloupéens me disent que la loi de la République, dans un département, région d'outre-mer, sur l'obligation vaccinale des soignants, ne doit pas s'appliquer en Guadeloupe, à la différence de l'Hexagone, je dis, attendez, ça c'est un schéma Polynésie-Calédonie. Donc vous demandez une évolution statutaire. Je le remettais juste dans son contexte. 2, il ne faut pas employer le mot... Bien joué. Mais, en fait, je ne laisse pas passer les choses. Oui, mais je dis des gens qui sont députés ou sénateurs ou qui l'ont été et qui m'expliquent que la loi ne doit pas s'appliquer parce qu'il faut juste que je fasse un bout de papier pour dire qu'elle ne s'applique pas,
c'est plus la République et c'est plus la France. Ou alors, on choisit de changer de modèle, le sanitaire n'est plus une compétence de l'État, et on le donne au territoire. Plus grande autonomie. La Nouvelle-Calédonie est compétente en matière sanitaire, comme la Polynésie française. En fait, j'essaie d'être cohérent. Alors, le problème, c'est qu'à l'heure de Twitter, des chaînes info, des réseaux sociaux, c'est compliqué. C'est plus compliqué sûrement qu'avant. Et je pense qu'on ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Et puis, si le ministre des Outre-mer ne défend pas les modèles ultramarins, je ne vois pas très bien qui va le faire. Est-ce qu'on peut, monsieur le ministre, pardon de vous interrompre. Je réponds aux questions aussi. Oui, tout à fait. La question pose le problème de la complexité, justement, de la mise en place d'un rapport avec l'Hexagone qui ne doit pas être le même par rapport aux différents territoires. Exactement. Et vous complétez la question, d'ailleurs, de votre confrère. Il y a cet amendement Virapoulet pour la Réunion. Pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer. Absolument. Qui dit au fond que c'est un DROM par-dessus tout. C'est donc un département, une région par-dessus tout. Avec néanmoins ces adaptations quand même. Le RSA a été recentralisé à La Réunion, il n'est pas recentralisé dans l'Eure. Ça n'empêche pas des modalités. C'est pour ça qu'il faut définir les mots, parce que sinon, on perd nos concitoyens, puis après on s'étonne que M. Mélenchon, Mme Le Pen fassent de très bons scores. Ah oui, à force de raconter n'importe quoi, on finit par faire peur et agiter les peurs très inutilement. Donc, l'autonomie ou la plus grande décentralisation, ou parfois la recentralisation pour soulager une collectivité locale, comme nous l'avons fait avec Cyril Melchior pour la Réunion avec le RSA, ce sont des choses qui sont complètement possibles. Mais oui, chaque territoire peut avoir un lien, et ce n'est pas nouveau, et ce n'est pas d'hier, un lien juridique et politique différent dans l'ensemble républicain, dès lors que nous sommes clairs sur l'essentiel. Et l'essentiel, il a été largement défini par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, par le préambule de notre Constitution et par la plupart des éléments constitutionnels qui garantissent au fond quand même une égalité de traitement du citoyen sur l'essentiel. Je vous donne un exemple. Vous tuez quelqu'un à Papeete, vous tuez quelqu'un à Nouméa, vous tuez quelqu'un à Évreux ou vous tuez quelqu'un à Fort-de-France, c'est la même procédure pénale. Ce ne sera pas forcément la même peine, ce ne sera pas forcément les mêmes jurés d'assises, mais ça c'est vrai aussi d'une affaire à l'autre dans l'heure. Néanmoins, ça sera le même gendarme avec la même procédure, le même système qui garantit la défense, le même procureur de la République, en tout cas le même fonctionnement du parquet et la même autorité judiciaire, parce que ça pour le coup, si c'est différent dans les territoires, c'est plus la République. En revanche, la manière dont on construit les documents d'urbanisme ou dont on met en œuvre un système, un service public de proximité, à toutes les évidences, à Maripasoula, à Papaïcheton, à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est pas complètement pareil qu'à Saint-Pierre-de-la-Réunion. Ce n'est pas la même climatisation. Voilà. Exactement. Non, mais, donc ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Et quand on le dit comme ça, vous voyez, le débat devient moins sensible et il se traite convenablement. Votre confrère a parlé de souveraineté plusieurs fois. Il faut faire attention sur ce mot. Être dépendant des tiers n'est pas acquérir sa propre souveraineté. Sinon, on revient à un débat politique. La souveraineté réunionnaise, elle est française. Est-ce que néanmoins, la Réunion doit être moins dépendante de contingences économiques, notamment extérieures? La réponse est oui. On peut aller sur quelques exemples, puisque sur le sanitaire, je pense avoir répondu tout à l'heure. Avec pratiquement 1 million d'habitants bientôt, il y a un marché intérieur qui peut créer de véritables promesses en matière de transformation agricole et de production agricole. Ça veut dire de l'emploi, ça veut dire une nourriture de qualité. Le Covid, en plus, nous a tous rééduqués quand même à avoir de la proximité. Et la malbouffe, parfois en Outre-mer, est un sujet. Enfin, avoir des capacités agricoles formidables avec des produits de très grande qualité pour manger du surgelé pas bon qui vient de l'autre bout de la planète, je pense que là, on a quelque chose culturellement qui est en train de se produire et qui est intéressant. À La Réunion, il y a un modèle agricole qui fonctionne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a sauvé le POSEI et qu'on a sauvé un certain nombre de financements qui permettent d'améliorer cette transition. Quand on dit transition, ça veut dire quoi? Banane, canne, tout ce que l'on connaissait, et essayer de repartir ou de compléter avec fruits, légumes et viande. Oui. Maraîchers et viande. Et ce n'est pas le tout que d'élever. Il faut des abattoirs. Donc le plan de relance nous a permis aussi de financer des outils comme des abattoirs. Et là, vous voyez, production en amont, transformation, l'abattoir par exemple, ou une laiterie, ou que sais-je, parce que le lait à Mayotte, typiquement... Donc modifier l'écosystème, le faire Oui, évoluer. à Mayotte, typiquement, on a financé une laiterie. Absolument. Oui. Ça n'a l'air de rien, mais la laiterie fait des yaourts, et tout d'un coup, vous avez de l'élevage, vous avez de la transformation, et vous avez un marché de yaourts. Et comme par hasard, le yaourt, évidemment, est moins cher que celui qui vient et qui est importé de l'Hexagone, et on commence à avoir un modèle intéressant sur la diminution des prix. Après, parce que la question est un sujet de colloque pratiquement, j'ai déjeuné avec Rodolphe Saadé, le patron de CMA-CGM, qui est une compagnie marseillaise, française, engagée, à qui quand même on doit
quelque chose sur la gestion de crise. Quand le président de la République a demandé au président Saadé de maintenir un niveau de service important, ils l'ont fait pour des raisons patriotiques. Donc là, c'est la souveraineté française qui s'exprime. Si CMA-CGM n'était pas une boîte française, je pense qu'il nous aurait envoyés au plot. Donc il faut le dire. Mais est-ce qu'on doit améliorer l'aide au fret? Est-ce qu'on doit améliorer la rotation? J'en discutais avec un certain nombre de représentants de la grande distribution, ou de la distribution tout court réunionnaise en préparation de mon prochain déplacement. La réponse est oui. Quand les conteneurs prennent 30-45 jours pour faire Le Havre-Marseille, en passant parfois par le Sri Lanka ou Maurice pour aller à La Réunion, bah, de facto, on perd en qualité, on gagne malheureusement en coût de prix. Et donc ça, ce sont des objets sur lesquels, jusqu'à la dernière minute du quinquennat, j'entends bien me battre parce qu'il y a des choses à faire. Très bien, alors on va changer de territoire, mais on reste dans l'océan Indien et on va partir à Mayotte avec notre confrère Patrick Milan de Quasi TV. Monsieur le ministre, bonjour. Comment ne pas revenir sur le non unanime des élus mahorais sur le projet de loi Mayotte? Comment expliquer cet échec? C'est la première question. Et puis la deuxième question qui vient juste derrière, c'est est-ce qu'on peut encore rattraper le coup? En fait, le fond de ma question, c'est est-ce que l'on peut encore modifier certaines choses pour coller un petit peu plus avec ce qu'attendent les élus mahorais? Et puis j'avais une troisième question qui concerne la présidentielle, mais elle n'est pas d'actualité pour le moment, donc on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Ça, c'est une petite référence à une question qu'il m'avait posée directement lorsque j'étais à Mayotte. Bon, déjà, ce n'est pas l'ensemble de l'unanimité des élus, l'unanimité des conseillers départementaux. Petite subtilité. Et puis, les conseillers départementaux ne sont pas les seuls à exprimer l'intérêt général à Mayotte. Un avis consultatif. Oui, parce que des articles du projet de loi concernent la collectivité dans laquelle ils siègent. Mais là n'est pas l'essentiel. Moi-même, je suis conseiller départemental. Donc, par définition, je suis moi-même un élu local et chaque élu prend sa responsabilité. C'est quoi l'histoire du projet de loi de Mayotte? C'est les 10 ans de la départementalisation. Et à l'occasion de ces 10 ans, j'ai dit au président de la République, il y a un goût d'inachevé, on le sait tous. Alors, il y a un goût d'inachevé sur les convergences sociales, mais pas que, sanitaires aussi, éducatives, l'ensemble des services publics. Au fond, on voit bien qu'on n'a pas terminé cette départementalisation. Et puis on sait, il ne faut pas se raconter d'histoire, que sur le régalien, la lutte contre l'immigration clandestine notamment, et donc la lutte parfois aussi contre la délinquance, elle est malheureusement liée, en tout cas parfois liée, pas toujours d'ailleurs, mais parfois liée, et ben on sait très bien aussi qu'il faut adapter un peu notre droit parce qu'on ne fait pas de la lutte contre l'immigration clandestine de la même manière à la frontière italienne dans les Alpes-Maritimes qu'on ne le fait à Mayotte. C'est ça le constat. Le président me dit, Sébastien, allez-y, l'anniversaire des 10 ans n'a de sens que si on se pose la question de ce qui se passera dans les 10 ans qui viennent. Et donc on fait une loi qu'on appelle comme on veut, loi programme, loi d'étape, enfin, peu importe. D'ailleurs, pardon du nom, on s'en moque un peu. Enfin, on se dit, on prend tout ce qui ne va pas bien et on l'accélère. C'est comme ça qu'on a créé les conditions d'une concertation, etc. Mais enfin, j'ai peut-être été un peu naïf. C'est qu'il y a des élections présidentielles, il y a aussi des élections législatives qui ont l'air d'intéresser quelques-uns avec beaucoup d'appétit. C'est sûrement très important. On fait monter les enchères. Mais enfin, je ne suis pas naïf, pas né non plus de la dernière pluie. Je ne peux pas en vouloir à des hommes politiques de faire de la politique. Enfin, il y a un truc qui s'appelle l'intérêt général. Et au fond, quand j'ai dit au président du conseil départemental et au député Camardine, je dis, vous savez, je ne vous demande pas une félicitation du jury. Je vous dis juste une chose. Soit le vote est favorable, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce qu'il y a dedans, on pourra l'améliorer. Mais je ne vous le demande même pas. Soit vous mettez un avis réservé et vous listez les réserves en disant ça peut aller plus loin. Je répondrai dans le détail s'il le faut. Mais le projet de loi continue. Puis un projet de loi, pardon, c'est pas que l'affaire de Le Cornu. Les députés, les sénateurs, je veux dire, le Parlement, ça existe. Bon, M. Camardine, député, son droit d'amendement, ça sert à quelque chose. Mais le projet de loi va continuer. Et puis, c'est la vie. Mais il y a une chose qui est certaine en droit, c'est qu'un avis défavorable du conseil départemental, ça bloque le projet de loi. Donc après, ils peuvent toujours tergiverser dans tous les sens. Ils l'ont bloqué. C'est pas moi qui l'ai bloqué, c'est pas moi qui l'ai retiré. Ils l'ont bloqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, déjà, il y a tout ce qui n'est pas dans la loi et qu'on peut faire par ailleurs. Par voie de décret, par voie de règlement, à ma main, à la main des collègues ministres. Et je l'ai annoncé, par exemple, la prime d'activité, c'est un superbe dispositif de convergence, pour le coup, parce qu'il concerne celles et ceux qui travaillent. La convergence est actée, je l'ai annoncé. Des grands investissements programmés, mais parfois repoussés,
La question typiquement du deuxième hôpital, c'est acté, je l'ai confirmé. La question d'une nouvelle compagnie pour le régiment de service militaire adapté, c'est acté, c'est confirmé. Donc ça, les grands chantiers continuent. Non seulement ils continuent, puis même typiquement j'ai annoncé les emplacements et du RSMA d'une part dans une commune et du deuxième hôpital d'autre part dans une autre commune. Ensuite, il y a ce qu'on peut sauver dans une autre loi. Je suis en train d'en discuter avec Gérald Darmanin, mais tout le volet régalien, lutte contre l'insécurité, on ne va pas attendre la Saint-Glinglin que les élections des uns des autres soient terminées pour améliorer la sécurité des Mahoraises et des Mahorais. Ou alors tout le monde va me dire, mais ils sont complètement devenus fous. Entre politiques, là, ils ne savent plus où ils habitent, c'est pas possible. Donc on va prendre toutes les dispositions et on va essayer de les mettre dans une loi qui est en préparation par le collègue ministre de l'Intérieur, qu'on appelle la LOPMI, en fait c'est la grande loi de programmation pour la sécurité intérieure, dans laquelle on va mettre des mesures spécifiques à Mayotte, notamment sur l'état civil, enfin des sujets que vous connaissez par ailleurs, que j'ai déjà annoncés, je n'y reviens pas, mais pour ne pas perdre plus de temps. Puis ensuite, il y a malheureusement, et là il y a quand même des raisons d'être en colère, parce que franchement c'est à n'y rien comprendre, vous avez des mesures qui intéressent directement le territoire sur lequel on est obligé de passer par une loi spécifique. Et non des moindres, hein. On souhaitait prendre des mesures pour accélérer en matière de droit environnemental la piste longue. Enfin, la piste longue, ça fait quand même... Dont on parle quand même... Oui, avant ma naissance. Absolument. Non mais avant ma naissance, le président de la République diront ce qu'ils veulent, le président du conseil départemental, le député Camardine. Enfin, c'est quand même le président Macron qui l'a annoncé dans la Mayotte. On lance les travaux, on y met les moyens, on se prend du contentieux sur le terrain environnemental, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est la vie, et nous on dit, par la loi, on va prendre des mesures pour l'accélérer. Ça, typiquement, avec le vote du conseil départemental, on ne peut plus accélérer les travaux de la piste longue. Donc on va se garder le retard. Les compétences diplomatiques, en quelque sorte, du conseil départemental dans la zone, vieille demande, qui concerne le département, c'est forcément la loi. Pardon, mais la transformation du port. Et les relations avec... Avec les différents États de la zone. Absolument. Comores compris. C'est important. Le port de Mayotte, qui a un intérêt absolument majeur, le transformer en grand port maritime. Ça, c'était une avancée absolument clé. Demandée par les élus du conseil départemental. Elle est bloquée dès lors que le projet de loi est bloqué. Donc, moi, je le dis sans embâche. D'ailleurs, c'est pas mon échec, je le dis, non pas que je m'enlève les mains de quoi que ce soit. Si j'ai raté quelque chose, je l'ai raté, je m'en excuse. Mais je ne suis pas naïf. J'ai quand même malheureusement l'impression que le calendrier électoral a rattrapé les uns les autres, parce que quand je regarde les vraies réserves dans le courrier, j'ai répondu au président Benissa, quand je vois les réserves, vous me parlez de loi programme, d'y mettre des sommes, enfin on n'a jamais mis de l'argent dans une loi, il y a la loi de finances, je ne vais pas l'expliquer à quelqu'un qui est député comme M. Camardine depuis longtemps. Donc moi j'ai du caractère et j'aime Mayotte. Je ne suis pas allé autant que je ne le souhaitais à cause du Covid. Le dossier calédonien, j'assume, je ne peux pas me dérober de ça. L'actualité de l'accord de Nouméa était là. Mais j'aime trop Mayotte pour qu'on puisse abandonner le territoire, l'archipel et ses habitants à des calculs de court terme. Donc moi, ce que je propose aux élus, pour répondre définitivement à la question de votre confrère qu'on est content de revoir, de Kwesi par cette tablette, c'est soit on fait un travail technique sérieux et on le reprend une bonne fois pour toutes, soit c'est de la politique, et auquel cas, par définition, il faudra attendre la fin du cycle électoral. La balle est dans leur camp. Quand je vois les collectifs proches de Marine Le Pen qui se sont réjouis de l'abandon de la loi parce qu'il n'y avait rien dedans, si vous voyez, il y a quand même une forme de cynisme qui donne quand même des problèmes de digestion. Tout à fait, vous l'avez dit, donc on est bien dans une période électorale, nous le verrons dans quelques mois, comment, ou bien dans les prochains jours, comment le conseil départemental va saisir ce que vous venez de dire, en tout cas proposer, continuer le dialogue. On l'a bien noté, on va rester dans le calendrier. Le président de la République, accompagné de vous-même et d'Olivier Véran, vous avez reçu les élus des territoires, et en état d'urgence sanitaire bien sûr, mais des 4 premiers dont nous avons déjà évoqué. Et certains élus ont été un peu déçus de ne pas avoir pu échanger en bilatéral avec le chef de l'État. Est-ce que vous confirmez qu'il va y avoir une suite? En fait, on parle juste calendrier. Le président aurait éventuellement suggéré qu'il allait s'entretenir avec les territoires. Oui, les échanges voilà, vont continuer. Bon, je pense que tout le monde peut comprendre que lorsqu'il y a une centaine de personnes connectées sur une visio qui dure 2h30, bon... Personne n'a le temps de... Et puis, dans l'histoire de la Ve République, des visioconférences avec une assemblée d'élus de Drôme et de quelques coms en état d'urgence sanitaire, on est dans un caractère inédit, de gestion de crise, d'urgence, qui permet de prendre le pouls et d'adapter les choses. D'ailleurs, la poursuite des aides à l'accompagnement économique a été actée et annoncée
lors de cette rencontre. Donc elle est la bienvenue, puis elle permet à Olivier Véran et moi-même d'ajuster aussi les choses comme il se doit. Nous, on va continuer. Il y a eu à la fin de cet échange sans presse, enfin, comme beaucoup de choses se sont trouvées dans le journal après, je me sens libre de vous le confirmer, des réflexions aussi de nature de ce lien dont Luc Laventure parlait, sur le lien à qualifier entre parfois l'Hexagone et chaque territoire d'outre-mer, avec parfois des priorités qui sont un peu différentes d'un territoire à l'autre. L'eau pour la Guadeloupe, la santé pour la Martinique, oui, des demandes spécifiques, on le comprend. Et parfois le fil conducteur, c'est la question de la vie chère, je pense qu'on la retrouve un peu partout. La continuité territoriale, on la retrouve un peu partout. En transverse. Les risques naturels, un peu partout. Oui. La question de la jeunesse et l'avenir du RSMA, si on prend un exemple très concret, un peu partout. Donc il y a des choses un peu partout, et puis il y a des choses bien spécifiques. C'est sûr que parler des mécanismes d'investissement en eau potable à La Réunion ne prend pas tout à fait la même tournure qu'en Guadeloupe ou à Mayotte, d'ailleurs pour des raisons différentes entre Mayotte et la Guadeloupe. Totalement. Alors c'est un exercice qui a finalement plu aux élus, vous l'avez bien compris à travers cette question, donc nous imaginons que nous allons être prévenus pour la suite de cet exercice. On va changer de territoire, Luc? On va dans le Pacifique. TNTV de Nicolas Pérez de TNTV. Monsieur le ministre, bonjour. Nicolas Pérez, journaliste au sein de la rédaction de Tahiti Nui Télévision en Polynésie. Le gouvernement auquel vous appartenez s'est penché plus particulièrement en fin de mandat sur le sujet des essais nucléaires. Une table ronde dénommée Recotica a été organisée début juillet en France et qui a permis aux autorités locales et nationales de pouvoir faire le point sur ce dossier extrêmement sensible. Diverses annonces ont été faites. Le président Emmanuel Macron les a d'ailleurs confirmées lors de sa venue en juillet dernier. Parmi celles-ci, la défiscalisation des archives de l'armée non proliférantes, la création de 2 antennes du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, le CIVEN, ou encore un institut du cancer. Des mesures qui ont été saluées par les autorités et une partie de la population. Néanmoins, nous observons qu'il est toujours difficile pour les différentes parties de travailler sur ce sujet sereinement. En début d'année, le livre toxique a d'ailleurs ravivé les tensions et les promesses de votre gouvernement n'ont apparemment pas suffi à calmer les tensions. Les familles sont souvent lassées des promesses à court terme et n'arrivent toujours pas à obtenir des réponses claires sur leur devenir. Alors il est vrai qu'il y a eu la création de ces structures institutionnelles, la déclassification et autres indemnisations, mais ne serait-il pas temps de demander une bonne fois pour toutes pardon à ce peuple? Le président n'a-t-il pas loupé le coche lorsqu'il est venu en Polynésie? Alors monsieur le ministre, votre gouvernement pourra-t-il demander un jour pardon à ce peuple en Polynésie? D'autres puissances nucléaires l'ont fait auparavant, alors pourquoi pas la France? Bon, c'est un sujet très sensible, sur lequel, au fond, on a aussi essayé, avec notre génération, d'y apporter notre réponse. Derniers essais nucléaires en 1996, décidés par interruption puis reprise, hein, vous vous en souvenez, par le président Chirac, j'avais 10 ans. Et le président de la République avait quelques années de plus. Je le dis parce que le chef de l'État et chef des armées dispose de la force de frappe et de dissuasion, et je crois savoir qu'il en est fier, héritage du général de Gaulle, et que de cela, nous n'avons pas de double discours. Je pense qu'il faut le dire. Est-ce que pour autant, on regarde les effets et les conséquences sanitaires humaines, la composante aussi morale, sur l'image de la Polynésie, sur l'environnement, est-ce qu'on regarde ces conséquences droit dans les yeux? La réponse est oui. On essaie d'éviter toute forme de duplicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République, c'est parce que nous sommes aussi une force, un pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et doté de la dissuasion nucléaire, c'est 2 éléments cumulatifs qui font que la France est ce qu'elle est. Grâce à la Polynésie, oui, à l'échelle et grâce absolument. À la Polynésie. Oui. Donc en fait, je crois que le président, au mois de juillet, il a déjà largement répondu à la question qui m'est reposée, donc je peux toujours refaire une paraphrase, mais je vais le dire avec mes mots. Il a surtout exprimé une profonde reconnaissance et nous avons évacué toute forme de mensonge ou de cynisme en disant ce qui doit être réparé et mieux réparé. Et là où il y a besoin d'accéder à la vérité, à la transparence, et la question des archives est en ce point historique, parce que cette ouverture, cette libération qui permet aux historiens, aux familles, etc. de le faire, aussi donc
Après, je ne suis pas naïf non plus, je le dis parce que ce sont des sujets sensibles, donc je ne veux pas être brutal, mais j'ai vu aussi une partie d'une certaine classe politique opposante au président Fritsch faire de ce sujet un sujet politique aussi, qui parfois ramène dans le passé. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on regarde le passé en face, et au fond, quand vous avez quelqu'un dont le papa, la maman, le grand frère, la grande sœur, mort d'un cancer et cherche à savoir si ce cancer est lié ou pas aux essais, je pense qu'on ne peut pas lui mettre à la figure un débat politicien. Donc il faut chercher à lui apporter une réponse qui soit la plus digne possible. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce moment de vérité. Comparaison n'est pas raison avec le chlordécone, mais là aussi, nous essayons quand même de faire ce chemin de vérité. Pour le coup, le président de la République a eu des mots il a assumé. Lourds. Oui, parce que les choses sont claires. Sur la dissuasion, derrière, certains posent la deuxième question que votre confrère n'a pas posée, c'est « mais au fond, est-ce que vous êtes prêt à renoncer à la dissuasion ?» Je l'ai entendu, ça aussi. Oui. Pour ma part, la réponse est non. Donc nous essayons aussi, par ce chemin d'équilibre et d'infini respect vis-à-vis des victimes, vis-à-vis de celles et ceux qui ont travaillé au CEP, au Centre d'expérimentation du Pacifique. On est militaire ou civil, d'ailleurs, appelés du contingent. Ils avaient parfois des grades ou des qualités pour y être qui étaient très différents, des Polynésiens, des gens qui venaient de l'Hexagone, bref. Je pense qu'il faut avoir une approche de ce dossier qui soit empreinte de respect. Et au fond, la question du pardon, je pense que le président y a répondu avec beaucoup de cœur. Et je crois d'ailleurs qu'il a fait beaucoup d'annonces ce jour-là, au-delà même du sujet nucléaire, qui permettent aussi de projeter la Polynésie dans l'avenir. Parce que la Polynésie, ce n'est pas qu'un passé nucléaire, c'est aussi un avenir sur bien des aspects et sur bien des sujets. Alors, je reviens sur justement les mots qu'il a eus à Papeete ce jour-là. Il a parlé de dette nucléaire. La France aurait une dette de son passé nucléaire. Sachant qu'il y a déjà une forme de dette à travers la dotation globale d'autonomie qui, il me semble, si je ne me trompe pas, a été sanctuarisée. Est-ce que la dette qu'il a évoquée, est-ce que c'est quelque chose qui viendra en plus de très concret, ou est-ce qu'on est plutôt dans l'ordre, je ne vais pas dire du symbole, mais des mots... Mais est-ce que l'ouverture des archives, c'est du symbole ou est-ce que c'est concret? Pourtant, ce n'est pas de l'argent. La dette nucléaire, c'est Jacques Chirac. Mais pour toutes les raisons que je vous ai dites. Il avait lui-même repris les essais. Il avait lui-même cette relation avec les élus, et y compris un en particulier, de Polynésie. Bon. Édouard Fritsch, il n'est pas la même génération que son prédécesseur. Le président de la République actuelle n'a pas pris les mêmes décisions que le président Chirac. C'est normal, tout ça, c'est le fruit de l'histoire. Donc les moyens pour le pays, ils sont là, ils sont sur la table. Et je vous ramène au discours du président de la République sous le chapiteau à Papeete. Je crois que des moyens pour la Polynésie, nous en avons mis sur la table. Et d'ailleurs, je vous engage à regarder le suivi de ces annonces. Nous le faisons et je le fais à marche forcée pour que les choses soient vite délivrées, pour que ce ne soit pas des paroles en l'air. Ça avance. À la question désormais de cette dette, on voit bien qu'elle prend une forme différente, plus individuelle, sur les personnes qui sont concernées, sur l'accès à la vérité, sur l'accès à cette histoire. Je pense que c'est désormais quelque chose qui est plus global, plus transversal, et qui se fait forcément avec l'ensemble des personnalités concernées sur le pays. Mais vous savez que le directeur des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique, c'est-à-dire en clair le patron du programme nucléaire français, accepte pendant plusieurs heures de venir à une table et de répondre à toutes les questions posées par les associations et les élus, sans qu'elles ne soient filtrées, sans qu'elles ne soient préparées à l'avance. Peut-être que c'est pas assez, je veux bien l'entendre. Enfin, n'en demeure pas moins que c'est la première fois et que c'est nous qui l'avons organisé. Merci Tenaï, merci Monsieur le Ministre. La question maintenant de notre confrère Charlie René de Radio 1. Toujours en Polynésie. Bonjour Monsieur le Ministre. Alors plusieurs fois dans cette crise Covid, il a été question du statut de la Polynésie, parfois jugé inadapté en période de crise, ou qui pour certains n'a pas permis de profiter pleinement de la solidarité nationale. Alors on se souvient que vous aviez invité le Sénat à se pencher sur cette question d'évolution statutaire, en y liant d'ailleurs celle de la fiscalité. Est-ce que ces réflexions vont se poursuivre? Et surtout, est-ce que les évolutions statutaires de la Nouvelle-Calédonie peuvent avoir des conséquences sur le statut de la Polynésie? Oui, il faut continuer. Alors, bon, comparaison n'est pas raison avec Nouvelle-Calédonie et Polynésie. Sur certains aspects, mais pas sur d'autres.
Et puis d'ailleurs, pardon, mais je crois savoir que les Calédoniens regardent la Polynésie. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, on a une question d'un Polynésien qui regarde la Nouvelle-Calédonie. Bon, donc tout ça se... Regard croisé. Est-ce qu'on peut améliorer les principes d'autonomie à l'avenir? La réponse est oui. L'autonomie a été quand même beaucoup imaginée par Montcalm, en disant au fond, il y a le régalien, armée, justice, affaires étrangères, police. Ça, c'est le régalien profond de l'État. Bon, puis moi, depuis que je suis dans cette maison, je ne peux pas être sourd. Quand vous avez des associations environnementales, des loyautés en Nouvelle-Calédonie ou de la province Nord, qui vous disent, mais vous rigolez, l'écologie, le réchauffement climatique, l'érosion du trait de côte, les éboulements, etc., c'est du régalien, l'État doit prendre sa part de responsabilité sur ces sujets. Ben, c'est vrai que le régalien d'il y a 40 ans et le régalien d'aujourd'hui, bon, pandémie. Ah ouais, non mais la santé, c'est essentiel. Il ne peut pas y avoir une santé à deux vitesses dans le territoire de la République. Donc la santé à Nouméa, à Papeete, ça va être la même chose qu'à Évreux ou à Paris. Ah oui, c'est sûr que le régalien d'il y a 40 ans n'est pas forcément celui d'aujourd'hui. Donc moi, ce que j'ai tenté de faire au Sénat, parce que j'essaie toujours d'emmener les partenaires sur la cohérence du propos. Et ce n'est pas qu'une affaire d'argent. À l'époque, j'avais répondu sur ce sujet parce qu'on disait pourquoi il n'y a pas les mêmes mécanismes d'aide que dans l'Hexagone. Parce que dans l'Hexagone, il y avait eu des cotisations puis des prélèvements obligatoires dans un schéma assurantiel. Et que l'argent avait été prélevé et que le quoi qu'il en coûte le redistribuait. Et que dans ces pays d'autonomie, l'argent n'avait pas été prélevé. Donc c'était compliqué de le redistribuer. Et pour autant, on l'a quand même redistribué. Enfin, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ça veut dire que la solidarité nationale, pardonnez-moi, a été appelée et que c'est l'ensemble qui l'a fait pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Et ça me va très bien, parce que je l'ai proposé et que le président de la République l'a décidé. Donc je ne vais pas critiquer ça, parce que c'est moi qui l'ai proposé. Mais il est clair que le volet contributif assurantiel de ces régimes, pour l'avenir, avec des enjeux sur les retraites, y compris en Polynésie, tout ça sont des enjeux qu'il faudra traiter. Mais il y a un sujet aussi profond. La jeune génération, ça me frappe beaucoup, considère que les questions environnementales doivent se gérer à l'échelle internationale entre le président chinois, le président russe, le président américain, le président français, la chancelière allemande, etc. Quand on leur explique, non, mais nous, en revanche, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, on n'est pas du tout compétent sur le sujet, les gens nous regardent. Et alors, je le dis tout de suite en précisant, je ne cherche pas à reprendre la compétence environnementale. À mon avis, il n'y a pas de doute, elle est très bien dans le cadre de l'autonomie au niveau des pays. Je le précise tout de suite avant qu'il y ait des craintes. Ce que je veux juste, parce que c'est l'élu local et plus le ministre qui parle, il faut aussi que les élus réexpliquent le champ sur lequel ils sont responsables. C'est-à-dire que l'autonomie ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas aussi la responsabilité qui va en face. Et c'est vrai que je salue le boulot d'Edouard Fritsch sur ces sujets, parce que gérer une pandémie, quand on est président de ce gouvernement, c'est pas simple. Je salue aussi le boulot de Louis Mapou comme président d'un gouvernement, lui, collégial, ce qui, pour une gestion de crise, est sûrement encore moins simple. Et de ce que je vois, pour Louis Mapou, pour Edouard Fritsch, les compétences sont exercées. Mais c'est clair que tout ça n'a pas été pensé par une mer agitée. Ça a été plutôt imaginé dans le cadre d'une mer calme, on ne peut pas le nier. Alors on reste dans le Pacifique, on a quand même fait quasiment le tour de la planète avec l'ensemble de nos partenaires. On va aller sur la dernière question. Le dernier à intervenir est Nicolas Vignol du groupe NC News Actu.nc. Alors pour tout vous dire, Calédonia aurait souhaité poser une question, mais justement la crise Covid est passée par là, donc moins de personnel disponible. On tient quand même à saluer nos partenaires de Calédonia. Ça sera le point d'orgue de notre tour du monde et la Calédonie avec vous. Vous ferez une question pour Saint-Pierre-et-Miquelon, j'imagine. Bonsoir Monsieur le Ministre. Le 12 décembre dernier, le non à l'indépendance l'a emporté pour la 3e fois. Le soir même, le président de la République Emmanuel Macron déclarait « La France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester ». Depuis, les Calédoniens attendent que l'on se mette au travail pour dessiner l'avenir, pour définir le statut futur de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Et ils attendront jusqu'après les élections législatives des 12 et 19 juin prochains, puisqu'il en a été décidé ainsi. Mais que pouvez-vous dire aux Calédoniens qui attendent et qui espèrent? À quoi justement doivent-ils s'attendre? Que peut-on espérer des discussions à venir? Et finalement, vers quoi allons-nous? Merci de la question. Moi, j'ai fait un choix, c'est de préparer beaucoup de choses, de beaucoup travailler, mais de ne plus beaucoup parler, considérant que les indépendantistes, quand même, ont été secoués par l'ensemble de cette séquence. Moi, je le dis parce que il faut respecter le combat de tout à chacun. La dignité de ce combat est là. Et donc, les indépendantistes se sont sentis parfois un peu malmenés, y compris par votre serviteur.
Et donc le temps qui est demandé, qui est exprimé, voulu, parce qu'il y avait les vacances déjà, parce qu'il y avait les congrès des formations politiques, qui sont plutôt retardés à cause de la crise Covid, parce qu'il y a les échéances présidentielles et législatives. Je vois les effets des législatives à Mayotte, on peut les redouter sur la Nouvelle-Calédonie aussi, c'est la vie. Je pense que c'est bien de se donner un petit peu de temps pour que tout le monde puisse digérer tout cela. Pour autant, est-ce que nous, pendant ce temps-là, on s'est arrêté du jour au lendemain de travailler sur la Nouvelle-Calédonie? La réponse est non. D'ailleurs, je m'envolerai pour New York dimanche, où j'irai aux Nations Unies, rencontrer l'ensemble des partenaires du C24 pour rendre compte de ce que le gouvernement de la République a accompli depuis 2017, gouvernement Philippe, gouvernement Castex. C'est la fin de l'accord de Nouméa, ces 3 référendums, mais pas que les référendums, parce que l'accord de Nouméa, ce ne sont pas que les consultations référendaires. Et donc la France, à la fin de ce quinquennat, va rendre compte devant les Nations Unies de ce que nous avons fait. C'est un des éléments, par exemple, tangibles de ce que nous faisons. Je continue des conversations importantes avec les différentes formations politiques de manière informelle, mais au voce. Et je continue surtout à travailler avec des professeurs de droit constitutionnel, des experts, parce que le cycle vers juin 23 viendra vite, parce qu'on sait très très bien qu'il y aura une révision de la Constitution dans le prochain quinquennat, parce que nous voyons bien que des questions délicates sont devant nous et qu'il faut les traiter. Après, il y a l'urgence. Ce matin, avec Jean Castex, on a acté au Conseil des ministres et proposé au président de la République le placement de la Nouvelle-Calédonie en état d'urgence sanitaire. Les dernières conversations avec Louis Mapou sont très teintées de Covid, parce que c'est l'actualité. Il y a aussi des enjeux de finances locales qui sont connus. Donc il y a des thèmes d'actualité, mais ça ne nous empêche pas de travailler à la suite. Pour le coup, je fais en sorte, quelles que soient celles et ceux, c'est une continuité républicaine qui est importante pour moi, quelles que soient celles et ceux qui s'occuperont de ce dossier après la présidentielle, après la législative, je souhaite, je ne sais pas où je serai, mais je souhaite pouvoir donner des choses qui sont prêtes, en tout cas qui sont en bon ordre, parce que la Nouvelle-Calédonie le mérite. Et il en est, je pense, de notre devoir historique aussi, dans ce moment particulier, que de le faire. Avant la conclusion, Monsieur le Ministre, vous revenez de Guyane. Votre sentiment? Les choses avancent. Guyane, c'est un territoire qui est plein d'énergie, qui nous connecte à l'ensemble de l'Amérique du Sud, avec sa jeunesse, ses opportunités économiques, ses opportunités en matière d'accès aux ressources, bon, et en même temps avec des enjeux qui sont lourds, colossaux. Il est vrai que j'ai choisi de marquer ce déplacement court mais efficace, je le crois, autour des questions de sécurité. Parce qu'il y a un préalable important, à Mayotte aussi, on le sait, à toute forme de développement. C'est la question de la lutte contre la délinquance, des incivilités, aussi de la lutte contre l'immigration clandestine, qui n'est pas sans lien avec l'orpaillage illégal, qui n'est pas sans lien avec la pêche illégale. Vous avez donc une famille de sujets et qui trouve au fond sa réponse de la réponse pénale aux négociations diplomatiques avec le Brésil, le Suriname ou Haïti pour certains autres sujets. D'un spectre très large. Très très large. Et donc j'ai annoncé des moyens nouveaux, notamment des renforts en matière de police, en matière de centres de rétention, en tout cas de local, d'un local de rétention administrative pour les immigrés en situation irrégulière, une nouvelle sous-préfecture à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Ça fait très longtemps qu'un gouvernement n'a pas ouvert une sous-préfecture. Je voulais chercher dans les gouvernements précédents, il y a eu des sous-préfectures fermées, mais une sous-préfecture ouverte pour le coup, ça c'est assez nouveau, c'est le moins que l'on puisse dire. Et j'ai voulu aussi faire un point avec l'ensemble du monde économique, comme je le fais à chaque fois en Guyane, parce que là-bas, la gestion de la crise, on l'a fait aussi comme cela en conduite, pour s'assurer qu'au fond, les dispositifs collent bien à la réalité du terrain. Et pour le territoire français adossé au Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon? Saint-Pierre-et-Miquelon, moi je crois beaucoup à l'avenir de cet archipel. On a tous ces images en tête, évidemment, des grandes pêches, à la morue notamment. On a tous lu ces histoires de développement liées à la prohibition, mais vous voyez, on regarde encore le passé. On est dans l'embouchure du Saint-Laurent, on est connecté directement à Québec, à Montréal. On voit des opportunités d'un nouveau tourisme qui se distingue. Et l'État, d'ailleurs, avec Annick Girardin comme ministre de la Mer, pose beaucoup des projets, notamment de quais, qui permettront d'avancer sur ces sujets. Il y a des enjeux énormes autour de la résilience climatique, parce que souvent on va dans le Pacifique pour illustrer, ou à la Réunion, dans l'océan Indien ou dans la Caraïbe, pour illustrer le changement climatique. Mais enfin, aller voir l'isthme de Miquelon, l'Anglade. Absolument. Voilà, j'ai porté aussi une parole, il fallait qu'on travaille sur les causes désormais, et que ce ne s'agissait pas que en permanence de courir après les conséquences. Non, c'est un territoire qui
qui est très attachant, qui est singulier dans les Outre-mer, par sa taille, par son positionnement, et dont j'avais aussi souhaité honorer les héros. Avec Jean-Claude Narcy, et on avait imaginé, en partenariat d'ailleurs avec Outre-mer 360, quelque chose qui est au fond marqué une réconciliation des mémoires. C'est-à-dire ces héros, d'où qu'ils viennent en Outre-mer, sur le deuxième conflit mondial. Et qui ont tous payé l'impôt du sang. Et lourdement, face aux nazis. Ils sont compagnons de la libération, ils sont médaillés de la résistance, et ils sont titulaires de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire. Ils ont des gueules absolument incroyables, ils forcent notre honneur. Et il y en avait quelques-uns à Saint-Pierre-et-Miquelon, et donc quand j'y suis allé, j'ai aussi tenu à marquer au fond ce que nous devions à Saint-Pierre-et-Miquelon en y allant un 11 novembre. Merci Monsieur le Ministre, merci à tous nos partenaires. Marie-Christine, vous vouliez juste un ajouter petit quelque mot, chose? en tout cas on a tenu des annonces sur les tests, la gratuité des tests, sur la Calédonie où vous allez bientôt, un prochain voyage à New York. Aussi à New York bien évidemment pour défendre ce dossier, une mission à La Réunion. Et des renforts à La Réunion. Des renforts à La Réunion. Merci à nos partenaires qui ont tous joué le jeu de ce tour du monde ensemble. Merci beaucoup Monsieur le Ministre. Merci à vous, merci beaucoup.